Direct. Guerre au Moyen-Orient, Téhéran annonce que le détroit d'Ormuz sera rouvert durant 2 semaines après le report de l'ultimatum de Donald Trump, France Info. Une annonce in extremis. Donald Trump a déclaré qu'il accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une durée de 2 semaines, sur son réseau Truth Social, à moins de 2 heures de la fin de son ultimatum, qu'il avait fixé à 20 h mardi 7 avril heure de Washington, mercredi à 2 h à Paris. Il posait comme condition la réouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz, un point que Téhéran a accepté. Pour une période de 2 semaines, un passage sécurisé sera possible dans ce détroit, a annoncé dans un communiqué publié sur X Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique iranienne. Suivez notre direct. Israël fait état de missiles tirés par l'Iran après le report de l'ultimatum. L'armée israélienne a fait état dans la nuit de mardi à mercredi de missiles tirés par l'Iran en direction de son territoire, quelques instants après l'annonce du report de l'ultimatum par Donald Trump. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace, a précisé l'armée sur son compte Telegram. Un complexe pétrochimique iranien touché par une frappe aérienne israélo-américaine. 2 responsables iraniens, cités par l'agence de presse iranienne MER, ont annoncé qu'une usine de polyéthylène, un matériau plastique, a été attaquée, sans dénombrer de victimes. Le Pakistan demande à Donald Trump de repousser son ultimatum. Mardi soir, le Premier ministre pakistanais a demandé à Donald Trump d'accorder un délai supplémentaire de 2 semaines. Les efforts diplomatiques en vue d'un règlement pacifique de la guerre en cours au Moyen-Orient progressent de manière constante, vigoureuse et déterminée et pourraient déboucher sur des résultats substantiels dans un avenir proche, a assuré Shehbaz Sharif, l'un des médiateurs clés entre les parties dans cette guerre au Moyen-Orient, dans un message publié sur X. Le président américain est au courant de la proposition et il y aura une réponse, avait réagi sa porte-parole, Caroline Leavitt. Une civilisation entière va mourir ce soir, menace Donald Trump. À quelques heures de l'expiration de son ultimatum contre l'Iran, le président américain a tenu des propos extrêmement inquiétants, mardi après-midi, sur sa plateforme Truth Social. Une civilisation entière va mourir ce soir, a-t-il écrit, ajoutant « Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas ». Des propos qualifiés rapidement des irresponsables par l'ambassadeur iranien à l'ONU, devant le Conseil de sécurité réuni à New York, tandis que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé Washington de représailles. 18 morts, dont 2 enfants, dans des frappes près de Téhéran. Des frappes israélo-américaines ont visé des zones résidentielles dans la province d'Al-Borz, située dans le nord de l'Iran proche de Téhéran, tôt dans la matinée, selon l'agence de presse phare et le site Mizan, organe du pouvoir judiciaire, citant un vice-gouverneur de cette région. Israël exhorte les Iraniens à ne pas prendre le train. Chers citoyens, pour votre sécurité, nous vous prions de vous abstenir d'utiliser les trains ou de voyager en train dans l'ensemble du pays à partir de maintenant et jusqu'à 21 h, heure d'Iran 19 h 30 en France, écrit l'armée israélienne sur son compte en persan, laissant augurer de frappes à venir sur le réseau ferroviaire en Iran. Sujet suivant. Les ex-otages Cécile Collère et Jacques Paris, détenus en Iran depuis 2022, sont libres et en chemin vers le territoire français, annonce Emmanuel Macron, France Info. Les ex-otages Cécile Collère et Jacques Paris, détenus en Iran depuis 2022, sont libres et en chemin vers le territoire français, annonce Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré mardi après-midi s'être entretenu avec les 2 ressortissants français. Publié le 07-04-2026 15h35 mis à jour le 07-04-2026 21h39 temps de lecture. 3 minutes des portraits des ex-otages Cécile Collère et Jacques Paris publiés lors de leur détention en Iran. Famille Collère et Paris AFP. Un immense soulagement après de longs mois d'attente. Les Français Cécile Collère et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après 3 ans et demi de détention en Iran, a déclaré Emmanuel Macron sur X, mardi 7 avril en milieu d'après-midi. Ils ont quitté l'Iran et arriveront mercredi en France, après avoir passé la nuit à Bakou, en Azerbaïdjan, a précisé le Quai d'Orsay. C'est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, au service de l'État et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour, a ajouté le président de la République. Quelques minutes après, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré sur X qu'il s'était entretenu au téléphone avec les 2 ex-détenus. Ils m'ont exprimé leur émotion et leur joie de retrouver bientôt leur pays et leurs proches.
il y a une mobilisation extrêmement forte du chef de l'État depuis le début pour rapatrier Jacques Paris et Cécile Collaert, a affirmé l'Élysée, qu'il remercie aussi les autorités omanaises pour leur aide. Cécile Collaert et Jacques Paris avaient été condamnés en octobre dernier, notamment pour espionnage au profit d'Israël, avant d'être assignés à résidence à l'ambassade de France début novembre. La professeure de lettres de 41 ans et l'enseignant retraité de 72 ans avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran. Les diplomates ont travaillé sans relâche pour obtenir leur libération, dans un contexte rendu encore plus difficile par la guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février. Jean-Noël Barrot s'était encore entretenu dimanche avec son homologue iranien, Abbas Araghchi. Peu après l'annonce du rapatriement des 2 Français, l'assignation à résidence d'une Iranienne condamnée en France fin février a été levée mardi. Le commissariat a appelé Madi Esfandiari pour lui signifier que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance MICA émise par le ministère de l'Intérieur était élevée, a fait savoir l'avocat de cette ressortissante iranienne, souvent citée comme possible monnaie d'échange contre les 2 Français. L'entourage d'Emmanuel Macron a assuré à France Info qu'il n'y a pas eu d'accord avec la République islamique d'Iran pour un échange avec cette ressortissante iranienne. Interrogé à ce sujet lors du journal de 20h de France 2, mardi soir, Jean-Noël Barrot a répondu que, en aucun cas et d'aucune manière, nous n'avons mêlé le sort de nos otages avec les choix de politique étrangère de la France. Sujet suivant. Affaire Epstein, opération sur la table du salon, implant mammaire et contraception, comment un réseau de médecins a été complice du prédateur sexuel, France Info. Publié le 07-04-2026 21h38 mis à jour le 07-04-2026 23h temps de lecture, 4 minutes, vidéo, 4 minutes. Le milliardaire américain contrôlait le poids, l'alimentation, la vie sexuelle des jeunes femmes qu'il fréquentait grâce à la complicité de médecins, qui les mettaient sous pilule contraceptive ou organisaient leur avortement. L'œil du 20h a enquêté sur le réseau médical très organisé qui aidait le prédateur à contrôler la vie de ses partenaires. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Une femme, opérée sur la table de la salle à manger de Jeffrey Epstein, des gynécologues payaient des fortunes pour soigner les infections sexuelles de ses partenaires. Un réseau de médecins a aidé Jeffrey Epstein à contrôler la vie et la santé de dizaines de femmes, selon de nouvelles révélations, mardi 7 avril, de l'œil du 20h. Au cœur du réseau de praticiens à la solde de Jeffrey Epstein, une ancienne reine de beauté, Eva Dubin. Elle a été sa petite amie dans les années 1980, avant de devenir médecin au sein du prestigieux hôpital new-yorkais Mount Sinai. C'est elle qui envoie les patientes vers les meilleurs spécialistes à chaque demande d'Epstein, comme ce jour-ci, tu dois aller chez le gynéco. Je viens de raccrocher avec Eva, elle va t'appeler. Au total, pour soigner les filles dont il profitait sexuellement, Jeffrey Epstein a eu recours au service d'une douzaine de médecins, qui fournissaient des ordonnances pour traiter des infections sexuellement transmissibles ou de l'acné, effectuer des analyses sanguines, ou encore des poses d'implants mammaires. Le tout en violant régulièrement le secret médical. Une partenaire de Jeffrey Epstein s'en plaint dans un mail, tous les docteurs que tu paies directement te tiennent très informé de mes traitements. Un épisode illustre les passe-droits d'Epstein. En 2012, il sollicite Eva Dubin en urgence. Une de ses partenaires s'est gravement blessée à la tête, elle s'est blessée en tombant d'un quad, et elle a besoin de points de suture et d'une radio pour vérifier qu'elle n'a pas de traumatisme crânien. Eva Dubin répond alors, OK. Le docteur Jesting se tient prêt. Contre toute pratique médicale, le médecin accepte d'opérer au domicile d'Epstein, sur la table de la salle à manger, 35 points de suture. Était-ce pour des soucis de discrétion que l'opération n'a pas eu lieu à l'hôpital? Quelques mois plus tard, Jesting sollicite un financement de $50 000 auprès d'Epstein, qu'il obtient. Il se rendra également sur l'île du milliardaire avec sa famille. Contacté, il n'a pas répondu à France Télévisions. Un dermatologue, Steven Victor, a également soigné de nombreuses femmes à la demande de Jeffrey Epstein, qui a investi $100 000 dans sa marque de produits de beauté. En 2009, un médecin envoie un mail au ton menaçant, « J'ai accepté de ne pas faire payer tes amis, mais tu ne peux pas continuer à me les envoyer. J'ai été loyal et je n'ai jamais parlé aux journalistes, qui m'appellent tout le temps à propos de toi. » La réponse d'Epstein est ferme, « Tu n'as pas payé tout ce que tu me dois. » Alors, Steven Victor n'insiste pas et continue d'obéir au milliardaire. L'œil du 20h a contacté le dermatologue. Il assure qu'il n'avait connaissance de rien. J'ai appris dans la presse en 2019 ce qu'Epstein avait fait.
C'est clairement un psychopathe, et je regrette d'avoir eu des liens avec lui, commente-t-il. Parmi tous les médecins avec qui Jeffrey Epstein a échangé, le plus connu est sans doute Peter Attia, une star des médias. L'aimé révèle sa proximité avec l'homme d'affaires. En 2015. Peter Attia lui écrit « Tu sais quel est le plus gros problème dans le fait d'être ton ami ? La vie que tu mènes est extravagante, et je ne peux la raconter à personne. » Dans un communiqué, Peter Attia dit ne jamais avoir été impliqué dans une activité criminelle, mais regrette d'avoir envoyé ses emails, inexcusables selon lui. Peter Attia a démissionné de son poste de chroniqueur à la télé. Les autres médecins, eux, ont conservé leurs emplois. Aucune poursuite judiciaire n'a pour l'instant été engagée. Sujet suivant. Contenu, pétition des opposants. On fait le point sur la proposition de loi très discutée de Caroline Yadan contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, France Info. Contenu, pétition des opposants. On fait le point sur la proposition de loi très discutée de Caroline Yadan contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, portée par la députée du Bloc central Caroline Yadan. Le texte doit être examiné par l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril. Une pétition contre les mesures qu'il défend a franchi le seuil de 500 000 signatures. Publié le 0704-2026 17h25, mis à jour le 0704-2026 18h22. Temps de lecture 8 minutes. Caroline Yadan, députée apparentée du groupe Ensemble pour la République, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 17 décembre 2025. Cause Bouza en Lucas. AFP. Un nouveau texte très clivant au menu des députés. L'Assemblée nationale doit examiner, jeudi 16 et vendredi 17 avril, la proposition de loi défendue par la députée Caroline Yadan, qui vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Mais le texte rencontre une très forte opposition, avec une pétition qui a dépassé mardi soir le cap des 500 000 signataires sur le site de la Chambre basse du Parlement. Passé ce seuil, un débat sur le texte doit avoir lieu dans l'hémicycle, comme ce fut le cas pour la pétition contre la loi Duplon, qui a recueilli 2,1 millions de signatures. France Info revient sur cette proposition de loi et les critiques qui lui sont adressées. Que défend la députée Caroline Yadan avec cette proposition de loi? Composée de 4 articles et déposée à l'Assemblée nationale en novembre 2024, la proposition de loi de Caroline Yadan vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme en élargissant le délit d'apologie du terrorisme. Initialement, la députée des Français basés à l'étranger, et notamment en Israël, voulait punir également les provocations indirectes, écrit-elle dans la présentation du texte. Un amendement des socialistes adopté en commission, en janvier, remplace la notion de provocation indirecte par la provocation implicite et plus seulement explicite. Apparentée Ensemble pour la République PR, ex-Renaissance depuis qu'elle a pris ses distances avec le groupe après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, en juillet 2025, Caroline Yadan a aussi voulu sanctionner des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Une mesure ciblant, sans la nommer, la France insoumise, qu'elle avait accusée en janvier 2025 de porter une haine du juif. L'une des parlementaires LFI, la députée Danielle Obono, avait par exemple qualifié le Hamas palestinien de mouvement de résistance après les massacres terroristes du 7 octobre. Ces propos avaient été condamnés par l'ensemble de la classe politique, dont la gauche, et qualifiés d'expressions maladroites par l'eurodéputé LFI Manon Aubry. L'autre article phare de la proposition de loi, notamment soutenu par le Conseil représentatif des institutions juives de France CRIF et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme LICRA, prévoyait un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation, dans l'exposé des motifs défendus par Caroline Yadan. Dans la version adoptée par la Commission des lois, en janvier, il n'est plus prévu de modifier le Code pénal, mais la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en sanctionnant ceux qui appellent publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d'un État reconnu par la République française. Que sont les arguments des opposants au texte? Très rapidement, le texte a rencontré une vive opposition, dans le contexte inflammable du conflit au Proche-Orient et ses répercussions en France. La France insoumise, mouvement qui défend ardemment la cause palestinienne face au gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou, a dénoncé dès janvier 2025, par la voix de son organe de presse, l'insoumission, un texte visant à
salir et tenter de faire taire toute voix s'opposant aux assassinats commandés par l'État d'Israël. Depuis, les cadres de LFI critiquent régulièrement le texte. La proposition de loi Yadan détourne la lutte contre l'antisémitisme pour réprimer les voix critiques de la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou, a par exemple pointé Emmanuel Bompard, coordinateur du mouvement, sur Sud Radio, le 3 avril. L'opposition émane aussi de la société civile. Lancée mi-février par Alexandre Ballas, ingénieur agronome de 26 ans, une pétition appelle les députés à voter contre ce projet de loi liberticide appuyant une politique colonialiste et génocidaire. Elle dénonce un amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël antisionisme, ce qui pourrait constituer selon lui un réel danger pour la liberté d'expression, en muselant tout soutien à la cause palestinienne. Elle a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale consacré aux pétitions, la plateforme sur laquelle la pétition contre la loi du plomb et la réintroduction d'un néonicotinoïde contesté a recueilli environ 2,1 millions de signatures. Mardi après-midi, la pétition contre le texte de Caroline Yadan avait déjà recueilli plus de 493 000 signatures et continuait d'enregistrer plusieurs centaines de paraphes par heure. Nous demandons que cette pétition soit examinée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant l'examen du texte, soit avant le jeudi 16 avril, a déclaré la députée LFI Gabrielle Catala, en conférence de presse, mardi matin. La Ligue des droits de l'homme a de son côté demandé aux citoyens d'interpeller les parlementaires pour qu'ils votent contre le texte, tout autant rejeté par les associations Attaque, Emmaüs France ou la Confédération paysanne. Le texte peut-il réunir une majorité à l'Assemblée nationale? Si la proposition de loi est portée par une députée apparentée EPR, elle a été soutenue dès son dépôt par de nombreux parlementaires du socle commun, qui comprend le centre et la droite. Le groupe d'indépendants Lio votera lui aussi en faveur de ces mesures. Le Rassemblement national et le mouvement sioniste de l'UDR ont défendu également le texte, dirigé contre leurs adversaires insoumis, même si Marine Le Pen a expliqué fin mars dans Le Parisien qu'il fallait tout de même pouvoir conserver la possibilité de donner son avis sur la politique menée par tel ou tel gouvernement et que la proposition de loi mériterait peut-être d'être présentée un peu plus tard. Les socialistes Jérôme Guedj et François Hollande défendent également le texte. En revanche, Olivier Faure, patron du PS, assure que les députés voteront contre, une position nuancée par le porte-parole Arthur Delaporte, qui a précisé que la position du groupe serait définie la semaine du 13 avril. En commission, les députés socialistes s'étaient abstenus lors de l'examen du texte. De son côté, comme LFI et les communistes, le groupe écologiste votera contre. Cette proposition de loi est un outil dans la main de l'extrême droite pour faire taire des militants écologistes, humanistes, a annoncé mardi sa porte-parole, Léa Balage El Mariki, en conférence de presse. Avec le soutien de 7 groupes sur 11, qui regroupe une majorité de députés, la proposition de loi a de fortes chances d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, vendredi 17 avril. Elle devra ensuite être transmise au Sénat et inscrite à l'ordre du jour de la Chambre haute, où le centre et la droite sont majoritaires face à la gauche. Sujet suivant. Ligue des Champions, le Bayern Munich domine d'une courte tête le Real Madrid en quart de finale aller au terme d'un choc spectaculaire, France Info. Ligue des Champions, le Bayern Munich domine d'une courte tête le Real Madrid en quart de finale aller au terme d'un choc spectaculaire. Les Bavarois se sont imposés 2-1 au Santiago Bernabéu, mardi, en quart de finale aller de Ligue des Champions. Dans l'autre affiche du soir, Arsenal a dû patienter jusque dans les arrêts de jeu pour l'emporter 1-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Publié le 07-04-2026 22h55 mis à jour le 07-04-2026 23h14 temps de lecture, 4 minutes. Luis Diaz célèbre son ouverture du score face au Real Madrid, le 7 mars 2026, en Ligue des Champions. AFP une démonstration au goût d'inachevé. Impressionnant depuis le début de saison, le Bayern Munich a confirmé son statut de principal prétendant au sacre européen en s'imposant 2-1, avec la manière, sur la pelouse du Real Madrid, mardi 7 mars, en quart de finale aller de Ligue des Champions. Guidés par un Michael Olise étincelant, et de nouveau décisif, les Bavarois ont longtemps muselé les Merengues, au stade Santiago Bernabéu, avant d'accuser le coup en fin de match et de concéder la réduction du score de Kylian Mbappé 2-1, 73e. Un 14e but en 10 matchs européens cette saison pour le Français, qui n'a pas privé le Bayern de sa victoire, mais qui maintient le Real Madrid en vie avant le quart de finale retour, mercredi 5 mars, à Munich. Ce qui a de quoi frustrer le Bayern, entré dans la partie tambour battant, étouffant le bloc madrilène,
et récompensé par l'ouverture du score de Luis Diaz juste avant la mi-temps, au bout un mouvement collectif de toute beauté 1-0, 41e. Une juste récompense pour les Bavarois, avant qu'Harry Kane ne glace le public madrilène en faisant le break 20 secondes après la reprise du jeu, en début de second acte. Servi sur un plateau par Michael Olise, auteur de sa 25e passe décisive de la saison, l'attaquant anglais n'a pas tremblé pour faire le break 2-0, 46e. Mais le Real Madrid, qui restait menaçant en contre, a fini par se rebeller pour enfin faire craquer le Bayern Munich, longtemps sauvé par un Manuel Neuer fringant 9 arrêts. À tout juste 40 ans, le portier allemand était loin de faire son âge sur la pelouse madrilène, où il a passé la soirée à écœurer Kylian Mbappé, multipliant les parades face aux Français 16e, 29e, 65e. Le champion du monde 2014 est même passé tout proche de sortir la reprise victorieuse du Français au second poteau, détournant la frappe sur sa barre avant que le ballon ne franchisse la ligne. Car si on a rarement vu le Real Madrid autant subir sur sa pelouse, cette configuration a permis aux Madrilènes de faire parler leur vitesse en contre, pour maintenir le Bayern Munich sous pression. Avant que les entrées en jeu de Jude Bellingham et Brahim Diaz ne redonnent de l'allant au Real Madrid, jusqu'à la réduction du score de Kylian Mbappé, qui maintient le suspense avant le match retour. Et qui va laisser un goût amer au Bayern Munich. Car si les Bavarois ont impressionné pendant plus d'une heure, et repartent bien d'Espagne avec le succès en poche, cette victoire par un seul but d'écart a de quoi laisser des regrets aux coéquipiers de Michael Olise et Dayo Upamecano. Dans tous les bons coups, le premier a signé un match quasi parfait, à défaut de marquer. Le second a livré une solide prestation dans sa surface jusqu'à sa bourde sans conséquence devant Vinicius Junior 60e, et il s'était aussi emmêlé les pinceaux dans l'autre, en début de rencontre, seul face au but dans les 6 mètres. L'une des nombreuses occasions manquées par le Bayern Munich, qui a fait forte impression dans le jeu, confirmant son statut de favori dans cette Ligue des Champions. Mais qui reste à portée de tir du Real Madrid avant le match retour, mercredi 15 avril, à Munich, avec en jeu une place en demi-finale contre le vainqueur de PSG Liverpool. Dans l'autre quart de finale de la soirée, un autre favori, Arsenal, a dû faire preuve de patience sur la pelouse du Sporting Portugal. Longtemps imprécis à Lisbonne, les Gunners ont fini par trouver la faille dans le temps additionnel, grâce à Kai Havertz 1-0, 90e. Un petit but qui suffit au bonheur des Londoniens, en ballottage favorable avant le match retour devant leur public. Et une éventuelle demi-finale contre le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid.